en présence de Mme Karine Côté de l'entreprise QET Recherche. Bonjour, Mme Côté. Bonjour. Quel est votre rôle chez QET Recherche? Moi, je suis infirmière directrice adjointe. QET Recherche, présentez-nous un peu le genre de recherche que vous faites. Parfait. Alors nous, à QET Recherche, ça fait 20 ans, en fait, qu'on est déjà là, en fonction. On fait différents projets de recherche sur différentes pathologies, différents problèmes de santé, dont l'Alzheimer, l'arthrose, l'ostéoporose, mais plus précisément l'insomnie, la dépression. On en fait sur le diabète, sur des problèmes qui touchent la population en général. À l'heure actuelle, les projets qui sont en cours, c'est des projets comme l'hypertension, l'Alzheimer, la maladie pulmonaire et bien entendu des projets sur la vaccination ou la prévention. Donc, est-ce que vous diriez que présentement vos recherches sont plutôt portées vers les personnes de plus de 50 ans? Pas nécessairement, c'est une bonne question. Pas nécessairement. Effectivement, la plupart des gens vont penser qu'on fait des projets de recherche pour vraiment les 50 ans et plus. Je vous dirais que ça représente une bonne partie nécessairement, mais on ne veut pas non plus... on veut mentionner que vraiment, on a quand même des projets pour les 18 ans et plus. Mais c'est certain que quand on parle d'hypertension, qu'on parle d'Alzheimer, qu'on parle de maladie pulmonaire, c'est certain que ça touche nécessairement les personnes souvent de 50 ans et plus, plus âgées. Un participant qui s'engage avec vous, il peut compter combien de temps au sein de l'entreprise là, comme personne volontaire? Écoutez, ça dépend du projet de recherche en question. Si on parle d'un projet de recherche en hypertension, par exemple, il peut venir pour les premières visites plus rapprochées. Les visites vont durer environ 2 heures et par la suite, ça peut être des visites d'1 heure ou un peu moins. Si on parle d'un projet en Alzheimer, ça peut être des visites qui durent environ 4 heures, par bloc de 4 heures. Alors, ça change vraiment d'une visite à l'autre, d'un projet de recherche à l'autre, d'une procédure à l'autre. Et c'est plusieurs semaines, un projet de recherche? Ça peut varier, effectivement. Ça peut être un projet de recherche qui dure sur 6 semaines, sur 6 mois ou qui peut avoir une extension de 6 ans. Donc, effectivement, ça peut varier dépendamment du projet. Et est-ce que les personnes qui se portent volontaires doivent être référées par un spécialiste ou un médecin ou ils peuvent y aller de leur propre gré? Ils peuvent effectivement, de leur propre gré, participer. C'est des gens qui sont volontaires. Donc, il y a des références qui nous parviennent des médecins ou d'autres professionnels. Je vous dirais surtout des médecins. Mais effectivement, les gens, dès qu'ils voient une publicité, beaucoup de patients prennent l'initiative de nous appeler et de faire leur propre démarche. Et finalement, est-ce que les participants reçoivent une indemnité? Ils reçoivent une indemnité pour leur déplacement. C'est une compensation monétaire qu'on appelle pour leur déplacement avec leur véhicule, donc pour l'essence, par exemple, pour leur temps lorsqu'ils viennent à la clinique. Donc, ça peut être de l'ordre, je vous dirais en général, 20-25 $ par visite. Tout dépendamment dans quel rayon les gens habitent près de la clinique. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Je vous souhaite une bonne journée. Bien, merci à vous. Merci. Nous sommes au kiosque de Diabète Estrie en présence de Mme Janine Lapierre et M. Daniel Lacombe. Bonjour. Bonjour. Diabète Estrie, c'est un organisme qui existe depuis combien d'années sur notre territoire? Depuis 42 ans. Oui, 42. On a fait notre 40e il y a 2 ans. C'est ça. Au niveau des statistiques sur le diabète en Estrie, est-ce que vous avez des statistiques? Il y a combien de personnes qui seraient atteintes du diabète? On estime à 7 de la population qui est diabétique. Donc, Sherbrooke, c'est 150 000, multiplié par 7 Bien, en type 1 ou en type 2? Parce qu'il y a 2 types de diabète, est-ce que je comprends? Type 1 et type 2, c'est ça? Type 1, c'est comme moi, je suis uniquement à l'insuline. Alors, type 2, c'est des médicaments et l'exercice d'affaires-là, ça va, parce que souvent, ils ont un surplus de poids, ils ne font pas d'exercice d'affaires-là. Donc, alors qu'un type 1 comme moi, c'est l'insuline uniquement. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui a le type 2, il reçoit des médicaments, de l'insuline, il y a de l'exercice, puis il y a un régime à suivre. Pas nécessairement de l'insuline, peut-être des fois, mais normalement, c'est plus de l'exercice, qui fait du bien, la nutrition, ces choses-là. Alors que nous autres, le type 1, c'est insuline
On va boire un verre d'eau puis il faut se piquer. Je comprends très bien la situation. J'ai une copine qui est diabétique. Il y a combien de gens qui travaillent à Diabète Estrie pour desservir la population? 2 personnes. On a une directrice générale et une secrétaire. Et qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser la population aux problèmes des gens qui ont le diabète? On est présent comme ici dans le kiosque de la FADOC. On fait du dépistage aussi pour du grand public. On est dans Les réunions, les conférences qu'on organise pour les membres, des ateliers sur l'alimentation. Comme le samedi prochain, on a au parc Jacques-Cartier, on a un rallye avec des kinésiologues. On initie les gens à l'éducation physique. OK. Et quand vous parlez de dépistage, comment ça fonctionne? Si moi, admettons, je pense que je pourrais être diabétique, par exemple, je me présente chez votre organisme et vous allez me faire un petit test de glycémie ou vous me référez à un professionnel? Non, mais vous pouvez aller là, puis on va vous en faire un tout de suite. Et on leur dit qu'on est référé par Diabète Estrie, puis il n'y a pas de problème, on se présente, puis on va nous faire une glycémie finalement. Dans les pharmacies, il y a des infirmières une journée par semaine. Il s'agit de savoir quand l'infirmière est là, ils vont faire le test. Je vous remercie infiniment de votre temps. C'est très apprécié. Je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Merci. Je suis ici avec Mme Julie Laurence d'Intac Assurance. Bonjour, Madame. Bonjour. Intac Assurance s'est associé avec la FADOC depuis de nombreuses années. En quoi consiste l'implication d'Intac? En fait, Intact est partenaire avec la FADOC, donc on promouvoit des produits de la FADOC, des produits spéciaux qu'on ne retrouve pas nécessairement sur nos autres types d'assurance, autant en assurance auto qu'en assurance habitation. Puis ça donne aussi des rabais assez importants aux membres de la FADOC au niveau de leur prix d'assurance. Quand vous parlez de rabais importants, ça peut jouer combien en pourcentage? Ça peut être de 10 à 15 de rabais sur leur police d'assurance. Vous parlez des produits spéciaux pour les plus de 50 ans. Pouvez-vous m'énumérer quelques produits spéciaux? Oui, certainement. Donc, on a des réductions de franchise lorsqu'il advient un accident. Aussi, sans obligation de remplacer lorsqu'on a une perte totale pour sa maison, par exemple. Sans obligation de remplacer les biens lorsqu'on se fait voler. Donc, on peut avoir l'argent tout de suite. Ça l'évite des soucis. Ça l'évite de se racheter des choses qu'on n'avait pas nécessairement besoin aussi. Donc, il y a plusieurs avantages comme ça. Est-ce que les aînés ont des besoins spéciaux en matière d'assurance? Je vous dirais que oui. Peut-être quand on est rendu à un certain âge, on n'a pas nécessairement envie, si on passe au feu, de se reconstruire. Donc, on va peut-être vouloir s'en aller en condo, en locataire, réduire un peu. Donc, ça peut être un avantage avec le produit de la FADOC et Intact Assurance, dont une personne de 50 ans et plus peut bénéficier. Et puis, une personne qui voudrait, là, ici, aujourd'hui, au salon, changer d'assureur et faire affaire avec Intact, est-ce qu'il y a possibilité de le faire aujourd'hui? Bien, certainement. Donc, vous avez juste à nous donner votre nom, votre numéro de téléphone. Et nous, on a plein de gens à notre bureau qui sont prêts à vous appeler dès aujourd'hui. Vous comptez combien de bureaux ici en Estrie environ? En Estrie, on en a 2, donc un à Windsor et un à Sherbrooke. Puis, on est présent dans la région de Thetford Mines et Saint-Hyacinthe également. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne journée. Merci vous aussi. Merci. Bonjour. Je suis en présence de Mme Lisanne Gosselin, qui est conseillère à la location au Havre des Cantons, situé rue Dollard à Magog. Bonjour, madame. Bonjour. Je connais bien le Havre des Cantons et j'ai vu que vous avez une magnifique terrasse depuis quelques temps. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce projet-là. Bien, nous, c'est sûr qu'on vient de faire un agrandissement en juillet 2013. On a ouvert notre phase 2. On avait 154 appartements. On en a rajouté 99. Dans ces 99-là, on a rajouté 27 unités de soins pour les gens semi-autonomes et aussi d'autres salons et infrastructures, vu que notre clientèle grandissait. Et aussi, bien, vu qu'on habite dans une super belle région, on a voulu rajouter un petit plus à notre résidence, et c'est qu'on a fait un toit vert, qu'on appelle, un toit végétalisé. Et c'est un toit où est-ce qu'il y a des potagers. Les gens peuvent s'inscrire au début et l'été, cultiver leur potager. C'est des potagers à hauteur d'homme. Donc, les gens n'ont pas besoin de se mettre à genoux pour faire leur petit jardin. Et puis, c'est super intéressant parce que sur le toit, on a la vue d'un côté du mont Harford et de l'autre côté, la vue du lac Memphremagog. Donc, c'est vraiment une vue à couper le souffle et puis ça l'ajoute vraiment
un plus parce que les gens aiment ça être dehors. Écoutez, la région de Magog est vraiment... Est-ce que vous avez l'impression que les gens socialisent plus à cause du potager, qu'ils échangent sur ce qu'ils ramassent et tout ça, qu'ils parlent de leur récolte? Ben oui, c'est sûr. Écoutez, il y a quand même une petite compétition qui s'installe, hein, qui a les plus belles tomates. J'en ai même un qui a planté un ananas et ça faisait beaucoup jaser. Donc, oui, ça favorise des échanges. Ça, c'est l'une des multiples activités que vous offrez à votre résidence. Pouvez-vous me parler de quelques autres activités? Bien, c'est sûr que nous, on est une résidence personnes âgées. On a des activités adaptées aux besoins des gens. Ce qui revient beaucoup, bien, c'est sûr que le bingo, ils aiment beaucoup ça. On a des sorties aussi à l'extérieur, comme une fois par mois. On vient au Carrefour, justement, pour magasiner. Les gens, vous savez, des fois, nous, on est vraiment situés au cœur de Magog et ils peuvent faire leur commission dans les alentours, mais certains ont plus de voitures. Donc, en organisant des sorties comme ça leur permet de pouvoir continuer à être autonome et à se déplacer puis à faire leur petite emplette. Ils aiment bien ça. À part de ça, c'est sûr que, ce matin, on avait un déjeuner de l'AQDR. On a des organismes qui viennent faire des cafés-causeries, des sorties dans des vignobles, casinos. Les gens nous disent souvent qu'il y a beaucoup d'activités et ils aimeraient participer à tout, mais des fois, ils ne peuvent pas. Donc, En terminant, étant donné que vous êtes en la construction de la phase 2, est-ce qu'il vous reste toujours des unités disponibles? C'est sûr que la demande était vraiment forte avant de construire. Il me reste quelques unités, mais c'est sûr qu'évidemment, on est une résidence où est-ce que, on a des gens qui sont en perte d'autonomie, tout ça, et il peut avoir toujours de la disponibilité, selon quand les gens sont prêts ou pas. Donc, à quel numéro on peut vous rejoindre si on va aller faire une visite? C'est le 819-868-1010. Je vous remercie infiniment de votre temps. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Donc, je suis en présence de Mme Baudin, qui est représentante d'Anciens combattants Canada. Bonjour, Mme Baudin. Bonjour, madame. Vous pouvez me dire ce que c'est, effectivement, un ancien combattant? Comment on définit ça? OK. Un ancien combattant, à la base, c'est une personne qui a fait un service militaire et qui est aujourd'hui libérée des forces canadiennes. Pour être sous le chapeau du ministère des Anciens combattants, il faut qu'il y ait eu une blessure militaire d'octroyée. Une blessure militaire, une blessure reliée à son service militaire reconnue par chez nous. À ce moment-là, il tombe sous le ministère des Anciens combattants et il est admissible à des services. À la base, je vais vous dire, un client qui est déjà reconnu ancien combattant a des services de soins de santé reliés à sa blessure médicale. Ça, c'est des soins de santé ad vitam aeternam pour le restant de ses jours. Et depuis 2006, on a la nouvelle charte des anciens combattants. La nouvelle charte des anciens combattants, elle a été surtout créée pour venir aider nos jeunes militaires, les forces régulières qui se libèrent, qui font des services de 3, 5, 10, 15 ans et qui ne peuvent plus faire leur service militaire à cause de leurs blessures. Ils doivent réintégrer la vie civile. À ce moment-là, le programme de réadaptation leur permet de faire une réintégration au niveau psychosocial, médical et professionnel. On fait les 3 volets ou juste 2 ou selon le besoin du client. Quand vous parlez d'une blessure, est-ce que vous parlez seulement d'une blessure physique ou ça peut être un choc post-traumatique? OK. Un choc post-traumatique, c'est la grosse mode, là, mais on parle de blessure psychologique. Je veux dire, toute blessure psychologique reconnue en lien avec son service militaire, c'est approuvé chez nous, là. Okay. Je veux dire. Est-ce qu'on trouve de très jeunes militaires libérés qui bénéficient de vos services? Oui. Il y a des jeunes militaires, je peux dire, de 25-30 ans. C'est pour ça que la nouvelle charte a été faite pour eux, parce que un jeune militaire qui libère à l'âge de 25 ans, avec un 5 ans de service, il ne peut plus faire un service militaire. À ce moment-là, il rentre sous le chapeau des anciens combattants à cause d'une blessure militaire. Et de là, c'est là qu'on applique la nouvelle charte des anciens combattants dans le programme du réadaptation pour l'aider à réintégrer la vie civile. Et il y a également des forces régulières, je vais juste mettre une petite parenthèse, des forces régulières qui ont libéré dans les années 70-80, qui n'ont jamais demandé de l'aide. Là où je lève le chapeau, ces gens-là peuvent toujours venir cogner aux anciens combattants pour venir chercher de l'aide. Ça a peut-être 50, 60 ans qui peuvent appeler. Donc, pour ces gens-là, on peut faire une recherche sur le web pour vous trouver, puis appeler au numéro qui est là, puis on va recevoir des services. De poser des questions.
poser des questions, à ce moment-là, ils vont avoir une réponse là, à leurs questions. Là. Je vous remercie infiniment. Ça nous éclaire un peu parce que pour la majorité du public, c'est un petit peu mystérieux ce que sont les anciens combattants. Ça va nous permettre de nous faire une meilleure idée de cet organisme-là. Je vous remercie infiniment. Bonne journée. Je me trouve en présence de Mme Nathalie Ouellette, qui est responsable de l'organisme Grand Frère, Grande Sœur de l'Estrie. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour, Martine. Pouvez-vous m'expliquer qui sont les bénéficiaires de Grand Frère, Grande Sœur? C'est des jeunes de quel âge à quel âge? En fait, ce sont des enfants qui sont âgés entre 7 à 14 ans, qui sont issus de familles monoparentales, donc qui ont besoin d'un modèle significatif dans leur vie, autre que le parent qui est présent. Et par le biais de relations, en fait, ils vont vraiment développer une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi. Quel genre d'activités peuvent partager avec leur mentor, finalement? Bien, le jumelage est fait en fonction des intérêts communs. Donc, c'est vraiment eux qui choisissent leurs activités. On peut parler de sport, d'activités culturelles, de faire de la cuisine, explorer Sherbrooke. En fait, ce sont des activités qui sont très peu coûteuses, là. Donc, vraiment, c'est le plaisir d'être ensemble aussi qui est important. Puis quand vous faites votre jumelage, comment vous vous prenez pour savoir que tel garçon, par exemple, serait bien avec tel grand frère? Bien, c'est une excellente question. En fait, on regarde le profil du grand frère selon ses intérêts, selon le type de personnalité, selon ses motivations aussi, qu'est-ce qu'il a le goût d'apporter à un jeune garçon. Et on regarde la même chose du côté de l'enfant, c'est quoi son besoin, c'est quoi ses intérêts, ses activités, tout ça pour vraiment que le jumelage soit le plus parfait possible et qu'il puisse cheminer pendant plusieurs années, idéalement. Donc, que ce soit autant enrichissant pour l'enfant que pour le mentor. Et puis, quelqu'un qui veut s'impliquer auprès d'un jeune, est-ce qu'il doit passer par une enquête de sécurité? Est-ce qu'on est certain que les jeunes sont en bonnes mains? Oui, en fait, notre première mission, en fait, c'est vraiment d'assurer la sécurité des enfants que l'on accompagne. Donc, le processus, évidemment, il est rigoureux, mais il sert, en fait, à connaître d'abord le mentor, savoir ses motivations, ses aspirations, sa disponibilité, quel type de programme, en fait, vise davantage qui il est. Et ensuite, évidemment, on fait la vérification des antécédents judiciaires. Ça fait partie là, du processus. Finalement, comment est fait le jumelage? Est-ce que c'est la mère monoparentale, par exemple, qui va téléphoner pour qu'on trouve un grand frère à son fils ou si les jeunes sont référés par des écoles ou des travailleurs sociaux? Oui, c'est souvent le parent qui va faire la démarche pour son enfant parce qu'il est âgé, bon, pour les tout petits, là, 7 ans, 8 ans, ils ne prennent pas nécessairement le téléphone, mais il y a beaucoup de références de la part des écoles, que les jeunes évoluent et les professeurs, les directions d'école voient que pour l'enfant, ça peut être super bénéfique d'avoir un modèle positif dans sa vie. Ou encore, on a ces 3 S qui accompagnent ces familles-là. Alors, en fait, les demandes viennent d'un peu partout, mais c'est vraiment le parent qui va faire la démarche première et l'enfant doit être volontaire aussi là-dedans. L'engagement dure combien de temps pour une personne qui décide de s'impliquer auprès d'un jeune? C'est un minimum d'1 an. Donc, à raison de 3 à 4 heures par semaine ou aux 2 semaines, ils vont se rencontrer et faire des activités. Ou on a encore le programme de mentorat à l'école qui se fait dans les écoles primaires de la région de Sherbrooke, Magog et Val-Saint-François. Et ça ne demande qu'1 heure par semaine seulement. Je vous remercie beaucoup, Mme Ouellette, de m'avoir accordé de votre temps. On peut téléphoner à quel numéro si on souhaite s'impliquer? C'est le 819-822-3243.